Rokuogan. Boum. Ok, bon alors voilà. Je suis très fier de ce cosplay, hein, vraiment, là je vous le cache pas. Donc, le chapitre 801. Faut quand même que je la fasse cette review, nom d'une pipe. Alors bah, c'est parti. Désolé du retard, encore une fois il ne faut pas que je fasse une trop longue vidéo parce que voilà, c'est un chapitre énorme et je sais que là je risque de dépasser un maximum. Parce que ma caméra n'est pas non plus une caméra de... Enfin, c'est une caméra de ouf, mais voilà, la carte mémoire n'est pas ouf. Mais bref, ce chapitre, il y a plusieurs points à aborder, mais en fait, il y en a tellement que je vais les prendre dans l'ordre de l'apparition dans le manga. Donc, je ne vais pas plus attendre plus que ça, je vais directement commencer ma review. Et donc, je vais simplement énumérer les différents points importants, et ensuite je vais dire ce que j'en pense juste après. Enfin, après chaque point en fait. Donc bon, oui, Cavendish en train de manger des fleurs, enfin non, en train de roser des roses, c'est sympa. La seule chose à dire, c'est que ça confirme le fait qu'on va probablement voir tous les capitaines dans des mini-aventures. Enfin, là c'est pas une mini-aventure, hein, mais bref. Donc première chose, Rob Lucci. Alors, je suis très content à la fois de le revoir, mais la chose est que il est dans le CP0 en fait. Et je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec Rob Lucci? Parce que c'est vrai, finalement, la dernière fois qu'on l'avait vu, il était en fuite, c'était un fugitif, hein, vraiment. Et il était poursuivi par l'amiral Very Good, celui qui peut se transformer en des petites boules. Et donc, là on le revoit avec Spandam, on comprend que c'est probablement son subordonné, hein, c'est-à-dire que Spandam n'est plus le chef du CP machin, puis heureusement, parce que là putain, ça ferait vraiment... Je veux dire, je sais que Spandam est le fils de Spandine, et à ce compte-là, il peut très bien être pistonné. Mais non quoi, je veux dire, non, CP0, là faut arrêter les conneries, tu mets pas une merde à la tête d'une organisation comme ça. Donc on revoit Lucci. Lucci, on l'avait vu donc à Punk Hazard, c'était bien lui, et il a donc une connexion avec le monde souterrain, c'est confirmé, hein, parce que si c'est lui à la fois qui était à Punk Hazard et lui qui est là maintenant, c'est un gars qui à la fois est dans le CP0, le gouvernement mondial, mais a des relations dans le monde souterrain. Donc soit c'est-à-dire qu'il travaille, qu'il a un plan pour lui, voilà, peut-être qu'il n'est pas tout à fait encore, il n'a pas tout à fait pardonné au gouvernement mondial, ou alors peut-être que Rob Lucci, peut-être que le gouvernement mondial est lui-même impliqué dans les affaires du monde souterrain, de la pègre en gros. Donc du coup, voilà, il y a une chose à dire, c'est que je trouve ça plus cohérent finalement qu'il revienne en tant que membre agent du gouvernement mondial que pirate, parce que pirate franchement, ça n'aurait pas fait, je veux dire. En prenant en considération la pensée, dans le flashback on l'avait vu, hein, toute la pensée de Rob Lucci à propos de l'ordre, à propos des pirates, à propos du gouvernement mondial, à propos du monde. Vous pouvez pas être un pirate, je veux dire, il rêve pas de liberté ou quoi que ce soit, Rob Lucci. Mais bref, passons. Donc super content, franchement, ça c'est du retour de personnage, franchement, avec le masque là, c'était super génial, franchement. Formidable. Enfin bon, passons. Deuxième point, la rêverie. La rêverie, alors qu'est-ce que c'est? Bah la rêverie, c'est le G8 quoi, c'est ça. En fait c'est le G8 de One Piece. C'est comme l'ONU qui se rassemble, tous les pays, et du coup on va revoir Vivi, on va revoir Alabasta, on va revoir Nefertari, Cobra, on va revoir Drum Island, le mec qui était à la tête, donc Dalton, j'adore ce gars d'ailleurs, franchement je le trouvais super stylé. On va revoir, est-ce qu'on va revoir le mec de Water 7 là, ah j'ai oublié son nom. Le maire de la ville, enfin je sais pas si c'est vraiment le maire ou si c'est le chef juste de la Galela, mais enfin bon il avait vraiment l'air d'être le chef, donc est-ce qu'on va revoir ce mec là? Est-ce que c'est un royaume déjà? Je sais pas vraiment. On va pas voir Wano effectivement, parce que Wano, bon voilà, hein, parce que je vous rappelle que seuls les royaumes qui ont accepté de prendre la place des Tenryubito, qui eux-mêmes allaient à Maréchois, font partie du gouvernement mondial en fait, hein, parce que Wano n'en fait pas partie, même si je ne dis pas de conneries, bien sûr. Donc on va voir, ça va être intéressant, peut-être qu'on aura cet arc, ce petit passage après l'arc de Kaido ou je sais pas quoi. Mais enfin bon, la rêverie c'est un passage super important parce que là on va avoir des discussions et des débats politiques qui essentiellement parlent du sort du monde en fait, hein. Donc ça va parler de Buffy, ça va parler de Barbe Noire, tout ça, ça va être magnifique. Il aurait bon vite.
Ok, troisième point, alors petit point rigolo en fait, hein, allons se détendre. Les trois statues. Alors les trois statues, on a Kyros, on a Lucie, pas Luffy hein, d'ailleurs. Ils sont vraiment un peu teubés quand même, hein, les mecs de Dressrosa. Mais enfin bref. Ou alors non, c'est bien parce que du coup ça ne met pas un pirate de premier ordre dans leur voilà dans leur place dans la place de la ville. Bon, c'est mieux peut-être quand même. Et Usopp, God Usopp, bon lui c'est quand même un pirate de 200 millions maintenant, donc bon, mais en même temps il a une tête bizarre, hein, peut-être que voilà. Mais bref, en tout cas c'est rigolo, c'est pas des statues de bronze, c'est des statues de pierre, mais enfin bon, passons, c'est bien. Ah oui, juste un petit truc, il y a un gamin en bas à gauche qui a un t-shirt Kuma, un t-shirt Bartholomew Kuma, ou pacifista en fait. Alors là, il va falloir, expliquez-moi, je ne comprends pas. Franchement là, je me suis retourné les trucs dans la tête, et je n'ai pas compris. Est-ce que ça veut nous dire juste que voilà, il va revenir dans le manga, dans l'histoire? On se doute bien qu'il va revenir, donc non, franchement je vois pas. Donc Fujitora, ensuite Sengoku et les 4 bateaux de la marine. Donc Fujitora discute avec Sengoku tout simplement, et Fujitora en gros lui dit que par question de fierté, il ne peut pas revenir dans ne serait-ce que dans une base ou quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas capturé Law et Luffy. Et comme il avait dit qu'il ne reparaîtrait pas devant Akainu sans ramener les deux têtes des deux pirates, bah Fujitora, il respecte ses mots, il respecte sa parole, et du coup c'est ce qu'il va faire. Et pour moi, Fujitora devient un peu le Smoker du Nouveau Monde. Parce que c'est vrai, Smoker est un petit peu le Garp de Grand Line, pour Luffy. Et en gros, il incarne un peu le côté, le marin, enfin le soldat de la marine qui est honnête, enfin je veux dire qui est loyal envers ses idéaux, c'est-à-dire de justice, de protéger les populations des pirates, mais en même temps, qui n'est pas... Qui essaie de comprendre quand même, qui a eu un moment où il pouvait être allié au Mugiwara ou à Roger, je sais pas quoi. Bon, c'est pas le cas de Garp, je sais pas forcément si c'est le cas de Garp, mais enfin, bon, ils se connaissent, enfin, il y avait une certaine relation entre les deux. Donc voilà, pour Smoker, voilà, Smoker il va faire autre chose maintenant. Smoker il passe à autre chose. C'est le deuxième acte pour lui, le Smoker. Donc voilà, du coup, à mon avis, Fujitora prend la place de Smoker dans ce rôle. Ensuite voilà, donc je continue, cinquième point, Tsuru Doflamingo, la discussion. Alors là on va s'y arrêter un petit peu parce que c'est super intéressant. Donc en gros ce que dit Doflamingo à Tsuru, c'est la chose suivante. Sans moi, pour détenir les rênes en fait de ce gros Big Mac qui est en train de se tramer dans le Nouveau Monde, toutes ces bêtes là que j'approvisionnais, chacun en saloperie de la pègre, hein, en armes, je sais pas quoi, en smack, tout ça. Toutes ces bêtes qui ont perdu leur approvisionnement, elles vont exploser. Je veux dire, ça va exploser, ça va péter. Elles vont tout faire péter. Alors, on pouvait interpréter ça de deux manières. La première manière, c'est soit les bêtes, ce qu'il appelle les bêtes en fait, c'est les Yonko, les corsaires, les grands corsaires, les pirates, les Supernova, tout ça. Et donc, du coup, quand il parle de ce que j'approvisionnais, c'était le marché noir, c'est-à-dire donner de la nourriture, je sais pas, de la drogue comme il veut, de l'argent sale, ou je sais pas, des armes évidemment pour. Mais à chaque fois que Doflamingo il donnait des armes aux deux camps. Comme ça il maintenait une certaine forme d'équilibre. Et avec cet équilibre, il pouvait garder sa position de marchand qui lui était extrêmement bénéfique, donc il se faisait du fric, garder une certaine influence sur tous les camps, et du coup ça contribuait à garder une espèce d'entre-deux. Parce que Doflamingo finalement lui il veut pas la guerre, il veut être tranquille sur Dressrosa, il voulait être tranquille sur Dressrosa et finir ses jours en fait, voilà. Doflamingo ça n'intéresse pas le One Piece, il n'en a rien à faire. Donc voilà. Sauf que la deuxième façon d'interpréter ces mots, c'est que les bêtes en fait, ils parlent ici des monstres de Kaido en fait. Et que du coup, ces sources d'approvisionnement, c'est les Smiles. Et que sans Doflamingo, les monstres de Kaido ne peuvent pas être contrôlés. Donc là c'est une phrase à l'échelle un petit peu plus basse en fait. Mais enfin disons que voilà, c'est pas à l'échelle mondiale d'une guerre de dingue. Sauf que moi je pense pas que ce soit cette version parce que juste après on a le grand panneau avec voilà l'immensité de tous les personnages réunis. Ça veut pas dire grand chose mais enfin c'est tous les personnages réunis dans une seule page. C'est génial, franchement je trouve ça génial. Alors, c'est parti, parce que là, c'est mon sixième point. On a tous les Yonko, on a Big Mom, on a Kaido, tout ça. Bon. Première chose, Kaido, c'est la première fois qu'on le revoit dans l'ombre en fait, avec sa nouvelle tête. Et je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'a fait Oda, parce que au début, on voyait Kaido avec un sourire comme ça, un menton pointu comme ça, des cheveux à la Louis XIV, et certainement pas de cornes.
Et les petits yeux aussi. Et un petit nez. Et là, on retrouve Kaido qui a un sourire comme ça cette fois-ci, avec un putain de menton carré, des grosses cornes comme on aurait pu ne pas les voir, c'est pas possible juste. Et deux moustaches comme ça. Alors, moi ce que je dis, c'est que, ce que je pense, c'est que, en fait, Oda, il savait comment le dessiner Kaido. Mais le truc, c'est que au début, c'est comme Big Mom, ces deux personnages restaient très spectrales, très fantomatiques en fait. C'est-à-dire qu'on les imaginait, on avait entendu parler, tout comme les pirates, tout comme Luffy en fait. On avait entendu parler de ces bonhommes-là, mais on savait pas exactement à quoi ils ressemblaient. Et du coup, quand on pouvait dire ouais Kaido, ah ouais, je crois qu'il ressemble à ça, mais du coup en fait, ce qu'on voyait dans le manga, c'est ce qui se passe dans l'imagination des gens en fait quand on parle de Kaido. Or là, vu qu'on est en train de scoltiner à ces gars-là, vu qu'on va les voir de près et qu'on va les massacrer, enfin que Luffy va le faire, enfin on espère. Enfin moi non j'espère pas, j'espère que Kaido va bien le niquer. Mais enfin voilà, Kaido on le voit enfin, on voit enfin sa vraie tête. Et donc voilà. En ce qui concerne Big Mom, eh bien, putain, si je ne savais pas que c'était Big Mom, je n'aurais jamais compris que c'était vraiment elle. Parce que merde quoi, c'est quoi ce nez crochu, c'est quoi ces cheveux qui partent comme as? Vraiment je trouve ça étrange, on ne l'avait jamais vu comme ça Big Mom. Donc qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant on l'a vu en vrai pour le coup Big Mom, on l'a vu en vrai dans son île des bonbons, donc je comprends pas. Là pour moi c'est un truc bizarre, enfin bon bref, passons. Les grands corsaires, on voit un mec entre Buggy et Trafalgar Law qui a une espèce de fourrure. Alors, soit, je me suis dit, soit c'est, alors voyons, soit c'est Doflamingo. Soit c'est Doflamingo avec son manteau de fourrure, enfin de plumette rose. Mais ce n'est pas possible parce que pourquoi Doflamingo parlerait de lui, s'inclurait dans les grands corsaires alors que c'est terminé pour lui, il le sait bien. Pourquoi il parlerait de lui, ça a aucun sens. Alors soit c'est genre Baggy, vous voyez, qui a une espèce de grosse épaulette comme ça de fourrure. Du style, voilà, bonjour, je suis le grand corsaire, j'ai ça, voilà. On n'a toujours pas vu Baggy dans le Nouveau Monde, il me semble. Ou alors c'est carrément l'eau, bah je vais reprendre ça du coup, c'est carrément l'eau qui a un espèce de gros manteau de fourrure comme ça. Mais on l'a jamais vu avec ce manteau de fourrure, l'eau. Donc ça n'a aucun sens. Moi ce que je pense effectivement c'est que ça peut être le nouveau Shikibukai. Sauf qu'on voit vraiment rien, enfin je veux dire là vraiment, il y a une espèce de corne là ou de truc, enfin j'arrive pas vraiment à voir. Mais enfin bon, passons, faut pas que je traîne, ok. Ah ouais putain ouais, merde. Allez hop, la marine, on voit le haut de la tête de Ryokugyu, ou alors de Ryokugyu, ouais, taureau vert, bim. Alors, des jolis petits cheveux bouclés, donc en fait c'est pas du tout un bourrin, où il a pas de cornes comme un taureau, je sais pas quoi. Donc voilà, de toute manière rien ne nous dit qu'il aura un pouvoir d'un taureau, hein. Les animaux des amiraux n'ont jamais référé à leur pouvoir, hein. Par contre, ils réfèrent peut-être à leur caractère, il faut penser au caractère d'un taureau. Et vert, là par contre ça a du rapport avec le pouvoir. Donc un mec qui est comme un taureau dans la vie et qui a un pouvoir lié au vert. Hein, réfléchissez à ça et dites-moi dans les commentaires. Révolutionnaire, les révolutionnaires en fait on voit un mec, ce que je veux dire c'est qu'on voit vraiment sabot, dragon, tout ça, bon. Et on voit un mec tout à gauche, je ne sais pas qui c'est, je l'avais dit dans ma réaction, voilà je sais pas qui c'est, je sais toujours pas qui c'est, une espèce de masque, il a des yeux vides, hein, il est vitreux, il n'y a pas de pupille dans ses yeux. Et on voit un gros chapeau, bah, un peu comme ça, donc je sais pas ce que c'est, soit c'est une espèce de... Enfin de toute façon on va bien voir qui c'est, hein. Mais ensuite c'est parti. Ah oui, en fait, pour dire aussi que Doflamingo dit à la fin, oui, ça va être Game of Thrones, en fait, parce que tout le monde va se battre pour le même trône, ça va enfler parce qu'il y a beaucoup trop de prétendants pour un seul trône, donc voilà. Et en gros, comme Doflamingo, mais Doflamingo il se la pète un petit peu là, parce que franchement, ça aurait pété quoi qu'il arrive. Je veux dire, Doflamingo contrôlait peut-être la pègre et tout ça, mais il contrôlait pas les supernovas. Les supernovas, c'est un agent extérieur dont il n'avait aucun contrôle, donc sur lequel il n'avait aucun contrôle. Donc voilà, bon, allez hop. Jack ensuite, alors c'est parti, Jack, je suis survolté pour cette review en fait. Donc Jack, le seul truc à dire en fait c'est qu'effectivement il ressemble au... Enfin c'est le mec donc, qui avait été évoqué à Funkazar, en face de la télévision quand César Clown avait fait son show là. Et en fait pour moi donc ce Jack est inspiré de Calico Jack tout simplement, de Jack Rackham qui était le mari d'Anne Bonny. Et c'est pas Jack l'Éventreur ou Jack le haricot magique là ou je sais pas quoi, non, c'est... Enfin pour moi, Oda il adore donner des noms de vrais pirates. D'ailleurs je ferai une vidéo peut-être là-dessus. Donc voilà, donc seule chose à dire c'est que voilà, ce Jack est super confiant alors qu'il va attaquer 4 navires de la marine super armés avec Sengoku, Tsuru et Fujitora dedans. Alors putain, voilà, c'est quand même, le gars il doit avoir un sacré truc dans sa manche. Alors ce que je pense c'est que c'est peut-être pas une sorte de puissance qu'il va déployer,
mais c'est peut-être une technique un petit peu, genre il va dans les ombres, il peut aller très très vite, être invisible, je ne sais pas quoi. Il peut arrêter le temps, ça pourrait être ça, je sais pas. Et donc voilà, on peut aussi dire que c'est un membre de l'équipage de Kaido, il y a des cornes sur le drapeau, et puis il y a aussi donc, une proue en forme de mammouth ou d'éléphant. Donc moi je pense que c'est plus le mammouth parce que alors ça pourrait être un Zoan antique en plus, tout comme Diaz Drake, mais mais en plus voilà, il est déjà pris par l'éléphant est déjà pris par les Pets Pandam, donc bon ça règle le problème. Et ce Jack a une espèce il a des supports de nez avec des casques à cornes, donc encore une fois Kaido, éléphant, tout ça, même délire. Et à qui crois-tu parler, tout ça, machin, il a l'air assez vénère ce mec, hein. Et il a aussi une grosse mâchoire en fer, comme le colonel Morgan, alors capitaine Morgan, je sais pas trop ce qu'on peut en dire, mais bon, voilà, c'est intéressant. En tout cas, le prochain chapitre, on aura sûrement des nouvelles de ce qui s'est passé entre les 3 amiraux et... Enfin, les 3 marines, les 4 navires de la marine et Jack. Ensuite, Bellamy. Alors, dans le bateau de Bartholoméo, vite fait, alors, bateau de Bartholoméo, il est vraiment drôle. Ouais, le Going Luffy Senpai, c'est vraiment marrant. Donc, pas de statue de bronze, mais on a quand même une statue de Luffy en figure de proue qui est quand même dingue. Tous les mecs du Barto Club sont des fans de Luffy, donc putain, heureusement qu'ils n'intègrent pas l'équipage de Luffy, parce que franchement, non, c'est juste insupportable, vraiment. Bellamy se la joue un peu en mode loup solitaire, ouais, moi j'ai pas envie d'être ton subordonné, mais donne-moi quand même un petit coup de papier. Et puis effectivement, tous les autres gars se partagent la vivre card, donc on va tous la revoir, ça va être génial. Ils vont, à un moment, le moindre moment où Luffy est en danger, on va tous la revoir se pointer, donc ça va être relativement épique. Et Luffy commence à bien les aimer, donc ça c'est cool, parce que au début ça m'énervait que Luffy, voilà, il est en mode ouais, mais je m'en fous de vous. Non, Luffy, attends, ils sont trop cool, tu te rends pas compte, nous les lecteurs on sait déjà à quel point ils sont cool. Alors toi tu vas nous faire le plaisir de bien les aimer, hein, merde. Donc voilà, Bellamy ne sera pas dans l'équipage. Oh yes, parce que j'aime bien Bellamy, hein, attention, ne vous méprenez pas. Mais par contre, dans l'équipage, il avait rien à foutre là. Bellamy, son truc, c'était Doflamingo. C'était les pirates qui n'ont pas de rêve, les pirates qui sont bien pragmatiques, qui sont bien, bien rationnels, et les rêves, c'est pour les connards. Donc Bellamy, voilà, pour qu'il grandisse, il faut qu'il fasse des aventures perso, que voilà, il va chercher la rédemption en fait. Mais passons, allez hop, on y va, paf, là j'expédie tout ça. Et les nouvelles primes. Alors les nouvelles primes, c'est après il y a un autre énorme truc à voir quand même. Only Alive. Donc voilà. Les nouvelles primes, je vais passer très vite et dire mon petit commentaire. Luffy, Law, 500 millions. Ok, c'est des grosses bêtes, ils ont dépassé tout le Supernova et c'est bien normal. Après, est-ce que le Supernova elles-mêmes ne vont pas remonter aussi? Je sais pas. Enfin, en tout cas, Luffy et Law, ça y est, tête d'affiche. Donc c'est toujours moins que Ace, cela dit bien. Ensuite, Usopp 200 millions, c'est énorme, c'est génial, il est plus haut que Sanji. Et en plus de ça, c'est God Usopp quoi. Enfin, il va faire il va faire des fidèles dans tout le monde avec sa photo là. Et c'est génial. Donc 200 millions, Usopp il est comblé et en même temps il va se faire pourchasser par tout le monde. Donc bon voilà, bon c'est vraiment drôle. Mais enfin voilà, 200 millions, ça gère quoi, ça gère. En plus là, la prime totale des Mugiwara elle va bien monter. Franky 94 millions, franchement je suis déçu, je pensais vraiment qu'il pourrait avoir plus. Franchement hein, là je trouve ça un petit peu naze. Donc en plus voilà, il a fait vraiment de la merde, hein. Shogun, Franky Shogun là, contre Bassi, contre tous les exécutifs, il a vraiment été balèze hein, Franky. Donc je trouve que 94, merde, c'est pas assez, merde. Donc par contre 130 millions pour Robin, c'est vraiment pas mal, donc oui, là on commence vraiment à comprendre qu'il n'y a pas que son danger politique, disons, qui rentre en ligne de compte, mais aussi sa puissance. Et enfin donc, Zoro à 320 millions, qui a augmenté de 120 millions par rapport à Killer, qui a 200 millions si je me trompe pas, et 120 millions c'était la prime de Zoro. Et Zoro est toujours à 180 millions de moins que Luffy en fait. Quand il était à 120 millions, Luffy était à 300 millions et à post-Ines Lobby. Donc voilà, donc c'est toujours un petit peu ça qui est marrant quoi. Et alors faut dire aussi que Zoro il a vraiment la super classe, hein. Franchement avec son bandana comme ça, la super classe. Je ne suis pas un Zoro fanboy mais putain là il en jette quand même. Voilà, ensuite les autres c'est pas très important je trouve, ouais ils ont augmenté sympa. À part franchement Chopper il y en a un peu ras-le-bol, franchement du running gag de Chopper toujours très bas. Ils sont cons les marines quand même. Mais ils sont pas aussi cons parce qu'ils ont quand même réussi à prendre une photo de Sanji. Alors bon, Sanji,
allez on y va tout de suite, 177 millions, lui il a augmenté de 100 millions par rapport à tous les autres qui étaient avec lui dans le bateau et qui ont augmenté de 50 millions ou juste de 50 berries du coup. Et Sanji, voilà, ce qui est curieux, c'est que voilà, il est noté Only Alive. Alors, je vous refais, allez voir la théorie de Alpha Late sur le Sanji qui serait peut-être un prince de la noblesse mondiale. Mais moi, je vais continuer un petit peu là-bas, dans cette voie, dans cette théorie, et je vais expliquer moi pourquoi je pense que c'est vraiment très confirmé, qu'il y avait plein de petits indices qui nous faisaient penser qu'effectivement ça pouvait être un mob de la noblesse mondiale. Première chose, Mr. Prince. Eh oui, à chaque fois il se fait appeler, enfin son surnom à Alabasta c'était Mr. Prince. Zoro c'était Mr. Bushido et lui c'était Mr. Prince. Et bah franchement, déjà c'est un petit foreshadowing quand même. Et c'est vrai que Sanji est toujours habillé classe, toujours très très galant, comme s'il avait reçu une éducation spéciale. Ensuite, il est habillé aussi comme un Gorosei qui est, ça c'est, je viens de voir, j'avais vu la théorie de Gonzaru là-dessus, comme quoi il pourrait être le fils du Gorosei blond, du monde des 5 étoiles, du conseil des 5 étoiles blond, avec la barbe et toujours avec un costume. Donc, ça rentre en ligne de compte. Ensuite, on pourrait penser que Sanji ne veut pas se faire reprendre par une famille de la noblesse mondiale parce que soit il voulait être libre, soit il ne supportait pas, comme dit Alpha Late, que son père soit violent avec les femmes, peut-être qu'il était violent avec sa mère, je ne sais pas. Bon. Et il faut dire aussi que Sanji pourrait de lui-même avoir pu empêcher la marine de se prendre en photo et du coup qu'il ait sciemment caché son visage pour la première fois. Et pour la deuxième prime, vous savez, il y avait une deuxième prime qu'on avait vu aperçue où il avait ses cheveux comme ça en fait. Donc en fait Sanji depuis le début il fait genre ouais oh je suis triste, on n'a pas ma tête, mais en fait il veut ça parce qu'il veut pas se faire choper par le gouvernement mondial. Deuxièmement, c'est toujours le gars qui agit dans l'ombre, Sanji. On a toujours l'impression qu'il veut pas se faire choper. À Little Garden, il était pas dans le combat principal, il combattait les espèces de le vautour et la marmotte là, puis c'est là qu'il avait commencé à s'appeler Mr. Prince auprès de Crocodile. Donc voilà. Et puis à Little Garden, il était en mode infiltration. À Alabasta, au Rain Dinner, c'est carrément là, l'infiltration en mode. C'est exactement ça. Si vous voulez, là, il est en mode avec les lunettes. Ouais, c'est moi Mr. Prince, bim bam boum, il arrive super classe, il fait son menu bonne manière, tout ça, donc c'est vraiment un truc de taré. Et voilà, vraiment il était en mode d'infiltration pour pas qu'on ne le reconnaisse. Ascatia c'est pareil, bon là il n'y a pas vraiment de raison de pas se faire connaître parce qu'il était vraiment complètement différent. Mais en gros là il est encore dans un chemin différent, on nous habitue, pour voir Sanji, on nous habitue à le voir utiliser des manières un petit peu, c'était quand il aide Usopp à monter dans l'arche maxime en fait. Et donc on nous habitue depuis le début du manga à nous montrer Sanji comme quelqu'un qui prend des chemins un peu périphériques pour attaquer l'ennemi, qui n'utilise pas une manière frontale comme Zoro. Voilà. À Water 7, c'est lui qui s'infile dans le train des mers. Et oui, en plus là, c'est tellement James Bondien comme truc. Voilà, il s'infile dans le train des mers, il défonce des mecs à chaque wagon. Et voilà, et là c'est lui qui est en reconnaissance, il est vraiment en mode agent secret, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça confirme l'idée que voilà, Sanji est quelqu'un qui utilise des voies périphériques, des voies dans l'ombre pour attaquer ses ennemis et pour faire ce qu'il veut. Et dernièrement, à Enies Lobby, c'est lui qui ouvre la porte de la justice comme un beau gosse, alors que tous les Mugiwara étaient en mode oh mince, comment on va faire pour sortir? Et lui, bim bam boum, il avait réussi à ouvrir la porte avant de partir. Donc ce qui prouve que voilà, Sanji, il a cette espèce de réflexe d'agir dans l'ombre, de pas être de juste attaquer frontalement. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque en périphérie. Voilà, il utilise des manières détournées pour attaquer, et toujours dans l'idée de se cacher en fait, de pas se faire voir. Et ça, à mon avis, c'est en train de nous dire un truc sur le futur de Sanji. Voilà les gens, c'est la fin de cette review, j'enlève tout ça parce que ça commence à me gaver, je vais avoir le front tout rouge parce que c'est un peu beaucoup trop petit. Et donc voilà, allez les gens, à tout de suite pour la review de Bleach pour ceux qui l'ont pas encore vu. Allez, ciao!